Bienvenue. Aujourd'hui, on va se poser une question qui, je pense, nous a tous déjà un peu traversé l'esprit. Oui, une question assez fondamentale. Comment est-ce que des gens normaux, des gens avec qui on a grandi, qu'on croise tous les jours, peuvent se mettre à croire à des choses qui nous paraissent complètement folles? Exactement. Comment on bascule dans des idées extrêmes, dans des théories du complot qui semblent nous couper du reste du monde? C'est une question essentielle et pour l'explorer, on va s'appuyer sur un document vraiment puissant. Oui, ce sont des extraits de Déchéance de rationalité du sociologue Gerald Bronner. Et ce n'est pas juste un essai théorique, c'est ça qui est fort. C'est un récit personnel, une vraie plongée dans la France post-attentat 2015. Une tentative sur le terrain de comprendre ces mécanismes de l'intérieur. C'est ça. Notre mission donc, c'est de décortiquer un peu cette expérience. On va revivre avec lui le choc des attentats de Charlie Hebdo, voir comment la société s'est fracturée, et surtout on va le suivre dans cette expérience assez folle d'un centre de déradicalisation. Entre guillemets, oui. L'idée, c'est de comprendre ce que ça nous dit sur les pièges de notre propre cerveau, à l'ère d'Internet. Alors on commence par le moment où tout a basculé. Le 7 janvier 2015. L'auteur nous plonge tout de suite dans un souvenir très personnel, presque intime, et ce qui est fort, c'est qu'il commence non pas par l'horreur, mais par un truc incroyablement banal. Un plat de pâtes. Un plat de pâtes qu'il est en train de manger dans un resto près d'Odéon. C'est vraiment l'histoire avec un grand H qui fait éruption dans le quotidien le plus trivial. Et c'est une description parfaite de ce qu'on appelle un souvenir flash, ce type de mémoire indélébile qui s'ancre dans un détail anodin. On se souvient tous de ce qu'on faisait. Oui, c'est vrai. Et l'incrédulité de Bronner, elle est très parlante. Il voit les premières alertes sur son téléphone, tirs près de Charlie Hebdo. Son premier réflexe, c'est de minimiser. Il s'imagine une voiture qui passe, des coups de feu sur la façade. Une sorte de mécanisme de défense, quoi. Oui, face à l'impensable. La réalité ne le frappe vraiment que quand il lit 3 mots, « Charbet est mort ». Et il rappelle un point qui est essentiel. Ça ne sortait pas de nulle part. Les locaux de Charlie Hebdo avaient déjà été incendiés en 2011. Le journal était loin de faire l'unanimité. Et pas seulement à l'extrême droite. Même à gauche, des voix s'élevaient pour les accuser de, je cite, « jeter de l'huile sur le feu ». C'est un point crucial, parce que ça contient déjà en germe toutes les divisions qui vont exploser après l'attentat. Bronner cite d'ailleurs une analyse statistique fascinante, Ah oui? qui tord le cou à pas mal d'idées reçues. En analysant les couvertures du journal, on se rend compte que les chrétiens y étaient caricaturés 3 fois plus souvent que les musulmans. 3 fois plus? Oui, ça nuance très fortement l'accusation d'une obsession islamophobe. Et ça montre que le débat était déjà beaucoup plus complexe qu'on ne le disait. Et c'est là qu'on voit que l'image d'unité nationale, les grandes marches « Je suis Charlie », ce n'était peut-être qu'une façade. C'est ce qu'il décrit, oui. Derrière ce moment d'émotion collective, Bronner décrit un pays qui est déjà en train de se fracturer, en 2 camps intellectuels irréconciliables. Il y a d'un côté ceux qui mettent en avant la défense de la laïcité, de la liberté d'expression, Inconditionnel, oui. et de l'autre, ceux qui tentent d'expliquer le terrorisme principalement par des causes sociales, historiques, en quelque sorte en déconnectant les actes de leur motivation idéologique religieuse. Et Bronner est assez critique envers cette deuxième approche, non? Très critique. Il prend l'exemple de la thèse du démographe Emmanuel Todd sur le catholicisme zombie. Le catholicisme zombie. Todd affirmait que les millions de gens dans la rue le 11 janvier n'étaient pas là pour la liberté d'expression, mais par une sorte de haine inconsciente de l'islam, héritée de vieilles structures familiales catholiques. D'accord. Pour Bronner, c'est une réaliste qui pose un énorme problème. Elle dénie complètement le libre arbitre des terroristes. Ils ne sont plus des individus avec une idéologie, mais des sortes d'automates sociaux. Des marionnettes. Ok, donc pendant que les intellectuels s'écharpent sur les plateaux télé, sur Internet, c'est une autre bataille qui commence. Oh oui, et elle est beaucoup plus virale. Dès le jour même, c'est une explosion. Les théories du complot déferlent, notamment via des sites de réinformation comme celui de Thierry Messant. Et elles utilisent une technique redoutable. Ce qui est fou, c'est que chaque argument, pris seul, est souvent ridicule. La carte d'identité oubliée dans la voiture, le policier au sol qui ne saignerait pas. Ça ne tient pas 2 secondes. Non, alors comment ça prend ? C'est justement ça le piège. Ce n'est pas un seul argument qui doit convaincre. C'est l'accumulation. C'est ce que Bronner appelle le millefeuille argumentatif. Le millefeuille. L'idée, ce n'est pas que chaque couche de pâte feuilletée soit solide, mais qu'il y en ait tellement qu'on finit par se dire « bon, tout ne peut pas être faux ». Il doit bien y avoir quelque chose de vrai là-dedans. C'est ça. On ajoute le lapsus d'une journaliste, la couleur des rétroviseurs, la quantité et la vitesse de diffusion créent une illusion de preuve.
C'est diaboliquement efficace. Et face à ce tsunami, les médias traditionnels, eux, sortent les rames. Ils essaient de débunker, de vérifier les faits. De démonter les rumeurs, oui. Brunner raconte qu'il est sollicité de partout, 3 à 4 demandes d'interview par jour. La grande contre-offensive de la vérité est lancée. Sauf que ça ne marche pas. Ou du moins, pas comme on l'espère. Avec des données, et nous dit que ça ne sert quasiment à rien. C'est incroyablement pessimiste. C'est déstabilisant, c'est sûr. Et il le montre de façon brutale, avec un graphique dans son livre. Sur 14 jours, il compare la courbe des arguments complotistes qui apparaissent sur le net Oui. à celle des arguments de debunking. Le résultat est sans appel. La courbe du complot s'envole dès le premier jour et reste à des niveaux stratosphériques. Et celle des démentis? Elle peine à décoller. Elle reste minuscule en comparaison. Le problème, c'est pas la vérité des arguments, c'est leur vitesse et leur volume. Le mensonge a fait 10 fois le tour de la Terre, pendant que la vérité est encore en train de mettre ses chaussures. C'est l'image de la bataille de Sisyphe, hein. On pousse un rocher qui redescend aussitôt. Et si les médias sont dépassés, j'imagine que la réponse politique n'est pas beaucoup plus brillante. C'est le moins qu'on puisse dire. Brunner utilise une métaphore géniale qu'il emprunte au Monté Python. Ah oui? Celle du géant à 3 têtes qui n'arrive pas à se coordonner. C'est d'image du gouvernement. L'intérieur veut faire quelque chose, l'éducation nationale aussi, la justice également, mais Chacun dans son coin. aucune. Et à ce moment-là, l'obsession, la grande idée qui émerge de cette panique, c'est de créer un site web gouvernemental pour lutter contre les fake news. Ce qui dit comme ça semble complètement à côté de la plaque. Totalement. L'analyse de Brunner est cinglante. Quelle crédibilité peut avoir un site estampillé ministère de l'Intérieur auprès d'un adolescent en pleine crise de confiance envers l'État? C'est même contre-productif. Et exactement. Ça montre surtout une panique politique et une méconnaissance abyssale du public qu'on prétend vouloir toucher. Donc on a d'un côté des théories du complot qui se répandent comme une traînée de poudre, et de l'autre une réponse politique, médiatique, complètement inefficace. On a l'impression que personne ne sait comment s'y prendre. Et c'est là que Brunner décide de passer de l'analyse à l'action. Il se dit qu'au lieu de continuer à écrire des articles, il va essayer d'aller sur le terrain. Et c'est ce qui l'amène à s'impliquer dans ce fameux projet très controversé du centre de Pontourny. Présenté à l'époque comme un centre de déradicalisation, oui. Un mot qu'il déteste d'ailleurs. Absolument. Il s'oppose frontalement aux méthodes de déprogrammation forcée, qu'il juge violentes. Pour lui, l'objectif n'est pas de retirer une croyance de force, comme on arracherait une dent. C'est l'inverse. C'est-à-dire? Il veut stimuler ce qu'il appelle leur système immunitaire intellectuel, leur donner les outils pour qu'ils retrouvent leur autonomie de pensée. Son approche repose sur une idée fondamentale qu'il résume par une phrase, simple mais profonde. Oui, on a toujours de bonnes raisons de croire ce que l'on croit. Ce qui ne signifie pas qu'on a raison de le croire. Exactement. En d'autres termes, il ne faut pas prendre ces jeunes pour des idiots. Ils ont construit un raisonnement qui, de leur point de vue, est logique. Le but n'est pas de leur dire « vous avez tort », mais de les aider à identifier eux-mêmes les failles dans leur propre logique. Et comment on fait ça concrètement? On leur fait des cours de philo? Plutôt des cours sur les bugs de notre cerveau. Il veut leur enseigner les biais cognitifs, ces pièges de raisonnement dans lesquels on tombe tous. Il prend un exemple très parlant. Lequel? La confusion entre corrélation et causalité. La légende des cigognes qui apportent les bébés Oui. vient du fait qu'on observait une corrélation entre le retour des cigognes au printemps et le pic de naissance 9 mois après les fêtes de l'été. Notre cerveau voit deux choses en même temps, il crée un lien de cause à effet. Ok, ça c'est un exemple assez mignon. Exactement. Et c'est là que ça devient puissant. Il leur montre comment ce même bug mental, en apparence inoffensif, peut servir de socle à des idéologies meurtrières. Il cite une affiche de propagande nazie des années 30. Ah oui. Elle disait « 500 000 chômeurs, 400 000 juifs, la solution est simple. » En juxtaposant les deux chiffres, on crée une corrélation dans l'esprit des gens, qui se transforme en une causalité monstrueuse. C'est le même biais que pour les cigognes. Mais pas les mêmes conséquences, évidemment. J'imagine que ça doit faire un choc de réaliser ça. Et alors, il arrive avec cette méthode à Pontourny pour sa première séance. C'est ça. Il se retrouve face à ces jeunes, dont un garçon qu'il appelle Laï Loken, au parcours de vie très chaotique. Et pour commencer en douceur, il a une idée, le Père Noël. Une idée qui lui semble neutre, universelle. Il se lance dans son explication sur la façon dont on finit par douter, par chercher des preuves, et par abandonner cette croyance. Et là, C'est un échec total. Un échec poignant. Laï Loken le coupe et lui dit, sans aucune agressivité, juste avec une immense tristesse, « J'ai jamais fêté Noël à la maison, moi. »
C'est terrible. On imagine la scène, Bronner, l'intellectuel parisien qui arrive avec ses concepts bien préparés et qui se prend la réalité sociale en pleine figure. Tout son plan s'effondre sur cette seule phrase. C'est un moment de vérité incroyable. Ça lui montre que même l'exemple le plus neutre peut toucher à des blessures intimes, à des fractures sociales qu'il n'avait pas anticipées. Le Père Noël, pour lui, c'est un concept. Pour ce jeune, c'est le symbole d'un monde auquel il n'a jamais eu accès. La distance est abyssale. Alors, comment il rebondit après un fiasco pareil? Il jette l'éponge? Non, il change complètement de stratégie. Et la percée va venir d'endroits totalement inattendus. D'abord, un jeu de rôle, où il leur demande de défendre l'idée que la Terre est plate. Ça les force à argumenter. D'accord. Mais le vrai déclic, il vient d'un film de science-fiction, Alien, la résurrection. La fameuse scène du terrain de basket pur. Exactement. Il y a ce plan séquence incroyable où Sigourney Weaver, dos au panier, lance le ballon en arrière et marque un panier parfait. Ça semble impossible, miraculeux. La première réaction des jeunes, c'est « Oh, c'est un trucage !» Ce qui est une réaction saine pour le coup. C'est déjà de l'esprit critique. Oui, mais Bronner leur explique que non, ce n'est pas un trucage. L'actrice a réellement mis le panier. Alors leur deuxième réaction, c'est un miracle, c'est la preuve de quelque chose d'exceptionnel. Et c'est là que le déclic se produit. Il leur révèle le secret de tournage, l'actrice a réussi ce tir. Mais seulement après des centaines d'essais ratés. Plus de 200 essais ratés, qui ont eux été coupés au montage. Ah, d'accord. C'est comme ces vidéos virales de trick shots sur Internet. On voit le tir réussi, mais on oublie les 999 000 échecs avant qu'on ne nous le montre pas. Précisément. Et en psychologie cognitive, ça porte un nom. La négligence de la taille de l'échantillon. Notre cerveau est fasciné par l'événement exceptionnel, le miracle, et il oublie de se poser la question, oui, mais sur combien d'essais au total? Et pour ces jeunes, comprendre ça, c'est une révélation. C'est une révélation. Ils réalisent que leur propre cerveau peut leur jouer des tours, leur faire voir des miracles là où il n'y a que des probabilités. C'est le moment où ils commencent à admettre que leur vision du monde n'est peut-être pas infaillible. Le vrai travail peut commencer. C'est une histoire incroyable. Mais il ne faut pas tomber dans l'angélisme non plus. Bronner est très honnête sur le fait que l'expérience de Pantournier est loin d'être un succès total. Loin de là. Le centre a été un échec politique, médiatique, retentissant, miné par les polémiques, les pressions. Et l'auteur raconte la fin amère de l'histoire de Lailoken. Il a été renvoyé du centre. D'autres sont partis d'eux-mêmes. Ce n'est pas un conte de fées. Ce qui nous amène à la conclusion et à une question finale assez vertigineuse que pose Bronner. Oui, toute son approche repose sur une idée profondément universaliste. L'idée que, par-delà nos cultures, nos histoires, on partage tous la même architecture cognitive. Un cerveau humain avec les mêmes forces et les mêmes failles. Les mêmes biais. Voilà. Et c'est parce qu'on partage ce hardware commun que l'éducation à l'esprit critique est possible. Mais il se demande si, à notre époque, cette idée même d'universalisme n'est pas devenue suspecte. C'est-à-dire? À une époque de revendications identitaires fortes, est-ce que le fait de promouvoir une pensée critique commune n'est pas perçu par certains comme une tentative d'imposer une norme, une sorte de normalisation des esprits, comme le lui a reproché un jour le terroriste Jean-Marc Rouillant? C'est une question très actuelle. Ou des logiques propres à chaque communauté, imperméables à la critique universelle. C'est peut-être là que se situe le nouveau front.